Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 8 août 2025. C'est une très belle journée, donc c'est toujours l'été. Mais on sait que quand on arrive au 15 du mois d'août, finalement, les nuits commencent à devenir un peu plus fraîches et tout ça. Pourquoi je sais ça? C'est pas que c'était marqué à quelque part, mais c'était quand je suis arrivé au Canada, j'ai rencontré une madame qui avait 80 et quelques années et qui était une pionnière en quelque sorte finalement de la vie de l'époque. Ça, c'était il y a à peu près il y a 60 ans. Et c'était des Italiens, elle et son mari. Et puis, le mari avait été, à l'époque, durant la Deuxième Guerre mondiale, il avait été mis je sais pas, à l'île Sainte-Hélène, je crois, parce qu'à l'époque, on pensait que les Italiens pouvaient trahir finalement le Canada et tout ça. Et donc, c'était des gens qui me racontaient tout ça. Et la madame, qui s'appelait Madame Sicari, me disait, écoutez, on parle trop de météo à la télévision. D'abord, quand elle a vu l'atterrissage, par exemple, des astronautes sur la Lune, elle disait, c'est pas vrai, c'est du faux, là, parce qu'elle trouvait ça impossible. Mais en même temps, elle m'avait expliqué comment elle voyait la météo. Elle me disait, le 15 août, c'est fini l'été. C'est pas que c'est fini, les journées sont belles de jour, mais le soir, il fait frais. Et puis, elle peut plus jaser avec la voisine sur le perron de la maison. Ensuite, d'autres dates importantes, il m'a dit, c'est le 15, c'est ça à peu près, le 15 février. Pourquoi le 15 février? C'est parce que l'hiver commence à vieillir et puis finalement, on aperçoit déjà un peu l'idée qu'on s'en va vers le printemps. Et naturellement, ça correspond aussi à la fête, je ne sais pas, la fête des amoureux, la Saint-Valentin, à peu près à la même date. Est-ce que ça a du bon sens? Oui, j'ai trouvé au cours des derniers 60 ans, Madame Sicari avait vraiment raison. C'est vrai que quand on arrive au 15 d'avril, pardon, au 15 de février, on peut avoir encore des tempêtes de neige, mais c'est plus, enfin, on entrevoit déjà que c'est en train de finir, bien que ça demande encore du temps avant d'arriver au printemps. Et c'est vrai que à partir du 15 août, le soir, ben, il fait plus frisquet. Et que même si l'été, même si dans la journée est belle. Une fois dit tout ça, pour les prévisions météo, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à mon avis, est très intéressant et qui s'appelle la tarification de Ramsey. Euh, Ce monsieur Ramsey, c'est un économiste d'il y a peut-être 60 ans et le monsieur Ramsey avait trouvé que finalement, parce que le problème qui se posait déjà à son époque, c'est que s'il y avait une société d'État, prenez le cas pour nous, par exemple, prenez l'Hydro-Québec. Donc, l'Hydro-Québec appartient à l'État, mais naturellement, il veut faire de l'argent aussi. Donc, quel est l'équilibre entre avoir la fonction sociale de servir la population et de l'autre côté aussi de faire de l'argent? Donc, c'est ça, c'est la tarification de Ramsey. Il explique comment les institutions en position de monopole, comme par exemple l'Hydro-Québec, finalement peuvent faire le prix du courant électrique, tout en respectant finalement les gens et tout en respectant aussi le fait qu'il faut faire du profit. Et voilà. Donc, ça, c'est la tarification de Ramsey. Donc, tarification signifie ici quel est le prix qu'il faut donner à l'électricité dans le cas d'Hydro-Québec. Et pour satisfaire les deux besoins. D'un côté, le besoin de servir la population et de l'autre côté, de faire aussi du profit. Donc, l'introduction à ce sujet. Donc, la tarification de Ramsey est utilisée par les monopoles réglementés. Donc, justement, comme c'est dans le cas, on parle ici de l'Hydro-Québec. Elle vise à maximiser le bien-être social. Donc, dans le cas de l'électricité, ça doit contenter la population, tout en assurant la couverture des coûts, comme je vous disais. L'objectif économique, donc, c'est maximiser le surplus total, producteur plus consommateur, et répartir les coûts fixes sans trop distordre la demande. Donc, le problème, c'est les coûts, parce que finalement, Hydro-Québec, ça coûte pour avoir l'électricité. Imaginez le coût des barrages, mais peut-être ça, c'était payé autrement par les taxes, je sais pas. Mais finalement, à part les barrages, tous les poteaux qui amènent l'électricité avec des distances immenses,
ensuite vendre l'électricité aussi aux États-Unis, aux États ici tout près, et tout ça. Donc, les conditions d'application. Connaissance des élasticités de la demande. On va parler de qu'est-ce que c'est l'élasticité. Structure de coûts avec des coûts fixes élevés. Et c'est le cas dans le cas de Hydro-Québec. Et régulation ou monopole naturel. Donc, la formule est une formule comme elle est marquée ici. Sans rentrer dans les détails de la formule, mais c'est le mot qui est là. L'élasticité de la demande est faible. Donc, regardez, plus l'élasticité de la demande est faible, plus le prix peut être éloigné du coût marginal. Donc, le coût marginal, pour s'entendre en économie, c'est quand on veut produire une unité additionnelle d'un produit quelconque, finalement, combien ça coûte ce nouveau produit. Et c'est un barème de critères pour dire finalement s'il faut amplifier finalement la production ou il faut se limiter et tout ça. Donc c'est un concept important, donc le coût marginal et de l'autre côté l'élasticité de la demande. Un mot sur l'élasticité. Regardez, j'ai pris ça à l'exemple de Wikipédia qui était très clair et il dit regardez, comment mesurer l'élasticité? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit que si la quantité demandée d'un bien diminue de 20 tonnes par rapport aux 200 tonnes initiales, après une hausse de 5 dollars par rapport au prix initial de 100 dollars, la quantité demandée, en d'autres mots, si on augmente le prix de 5 dollars par rapport à 100 dollars initial et on a une baisse de la consommation finalement de ces tonnes de produits quelconques, au lieu d'être, disons, on perd 20%, non, on perd 10% de 200 tonnes. Donc, si on augmente le prix de 5 dollars, on met ensemble les deux chiffres et regardez qu'est-ce que ça fait. Donc, vu que la quantité demandée a diminué de 10% parce qu'on a augmenté le prix de 5%, l'élasticité, mathématiquement, ça c'est là donc moins 10% parce qu'on a perdu finalement, on consomme moins. Donc, moins 10% dans le cas du produit des tonnes. Et, et ça, on le divise par l'augmentation qui est 5%. Donc, 10 divisé 5, ça donne 2, avec un signe négatif en avant parce que justement, la production a diminué ou la consommation a diminué à cause de l'augmentation du sang. C'est un concept intéressant parce que si comment dire, on consomme finalement de moins en moins, mettons qu'au lieu d'être mettons, d'être 10%, la baisse, ce serait une baisse de 20%, mais ce serait 20%, peut-être si le prix est toujours 5, ça vous donnerait un chiffre encore plus grand que le 2 qui est là. Enfin, à vous de faire les calculs, mais c'est un concept très important. Voici un exemple. Donc, vous avez deux marchés. Mettons le marché A, élasticité, c'est moins 0,5. Et B, c'est l'élasticité, c'est moins 2. Le coût marginal est 10 dollars dans les deux cas. Le prix optimal de A est environ, les deux signes ondulés là, ça veut dire environ, est environ égal à 20 dollars et le prix optimal de B est environ égal à 12. Donc, finalement, le marché le moins sensible paye plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un marché moins sensible? C'est-à-dire, le marché moins sensible, c'est quand vous êtes obligé de consommer ce produit-là de toute façon. Donc, ça, c'est ça que ça veut dire, là, le marché est moins sensible. Tandis que si, par exemple, on consommait moins par rapport aux tonnes de l'exemple précédent, ben, ça veut dire que finalement, ce produit-là est très sensible. Enfin, on revient là-dessus. Regardez l'exemple que vous avez à la page 5. À la page 5, il vous dit que, imaginons un portefeuille de services Internet. Le service, c'est l'Internet fixe rural, l'Internet fixe urbain, et ensuite il part de Internet mobile. Eh bien, regardez le coût marginal de l'Internet fixe rural est 15. Même chose, c'est pour l'Internet fixe urbain, c'est 15. Par contre, l'élasticité de la demande est beaucoup moins grande dans le cas de l'Internet rural par rapport à l'Internet urbain. Ça veut dire quoi? Que le prix de Ramsey, voyez-vous, dans le cas de Internet fixe rural est 25 dollars, alors que l'Internet fixe urbain
est à 17,50. Pourquoi? C'est parce que, comme dit plus bas, il vous dit, les clients ruraux ont peu d'alternatives. Il faut qu'ils acceptent des prix plus élevés. C'est pour ça que leur élasticité est minime, c'est 0,4. Tandis que l'Internet à fixe urbain, 1,5, donc il est plus sensible au prix, au tarif, si vous voulez, que le tarif que dans le cas du rural. Et donc, voyez-vous, le prix est 17,50. On oublie l'Internet mobile, mais c'est le même critère comme raisonnement. Avantages et limites. Donc, la vérification, la tarification de Ramsey, elle permet une couverture efficace des coûts, moins de distorsion que la tarification uniforme. Par contre, il est difficile à appliquer sans des données précises et peut paraître injuste dans le cas, par exemple, de celui rural qui dit pourquoi je dois payer plus cher ou des choses comme ça. Mais voilà, ça c'est de la logique finalement qu'il y a en arrière comme avantage et limite. À présent, les applications réelles. Par exemple, la tarification postale, le prix d'un timbre, par exemple, les transports publics, l'électricité. Nous, on a parlé d'Hydro-Québec parce que c'est facile ici au Québec, parler de l'Hydro-Québec. Mais c'est ça, ce sont donc des cas concrets. Donc, la tarification postale vient du fait que finalement, c'est un seul émetteur qui nous donne finalement les timbres et puis tout ça. Et donc, la même chose pour le transport public, mettons en ville, combien ça coûte le métro et tout ça, ou l'autobus et tout ça. Et l'électricité, on en a parlé. Donc, l'exemple ici qui est donné, il dit que prix plus élevé pour les services aux entreprises que pour les particuliers. Parce que les particuliers peuvent renoncer à un service et donc ils sont plus flexibles ou plus sensibles au prix. Tandis que l'entreprise ne l'est pas. L'entreprise, pour fonctionner, elle a besoin de l'électricité, par exemple, elle a besoin enfin, des choses qui ne sont pas flexibles, pas du tout. Donc, la conclusion, la tarification de Ramsey est une solution équilibrée entre équité et efficacité. L'équité, c'est que tenir compte des coûts dans lesquels l'entreprise se trouve, tout en étant en état de monopole, et, donc et l'efficacité, parce qu'il faut que, dans le cas du courant, il faut que le courant fonctionne. Et donc, il y a tous les coûts en arrière. Donc, elle nécessite des données fines, mais peut améliorer le bien-être global. Finalement, la théorie de Ramsey, c'est une vieille théorie, mais elle est toujours très efficace. Et au moins, j'espère que ce que je vous ai dit puisse vous intéresser finalement pour aller plus loin dans le sujet. Parce que si vous allez sur Internet, vous trouvez énormément de développement sur la tarification de Ramsey. Donc voici, c'est tout pour aujourd'hui.